tous, bienvenue dans l'émission Sport Planète. Je suis ravie de vous retrouver pour un 8e numéro déjà. Un numéro qui devrait mettre vos papilles en alerte en cette période de fête. Sans plus attendre, voici le sommaire de l'émission. Pour performer, il faut bien manger et pas seulement de la volaille et des pâtes. Au restaurant Life, on propose des menus variés, sains, adaptés à vos besoins nutritionnels. Mathieu Tissot est le cofondateur de cette cantine pour sportifs. Il est notre invité. Lui est quintuple champion d'Europe de cross par équipe. Il a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il a appris avec une chef à se préparer de bons petits plats, responsables et gourmands. C'est le sujet du documentaire Sous la barre des 2 tonnes. Hugo Hay va nous raconter. Et notre éco-aventurier du mois fait le Tour de France à vélo depuis fin septembre. 5000 km au compteur et de nombreuses rencontres pour sensibiliser aux conséquences de l'agriculture intensive et à la nécessité de manger différemment. C'est en vélo qu'il nous a rendu visite aujourd'hui. Axel Ferrard est avec nous également. Et bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là pour cette dernière émission de l'année, ce dernier Sport Planète de 2022. Vous l'avez compris, on va parler alimentation chez les sportifs aujourd'hui. Des questions tout d'abord pour vous. Mathieu Tissot, merci d'être avec nous. Je le disais, vous êtes cofondateur de Life. Life, c'est un restaurant qui est né en 2017. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce lieu, de cet endroit, de ce concept même. Bonsoir. C'est un lieu qu'on a créé donc, il y a 5 ans avec 2 de mes amis, Boris et Hugo. On avait comme envie de créer une alimentation autour du sport, parce qu'on est des sportifs, on est aussi des grands gourmands. On s'est dit que ça pouvait se rallier et on en avait marre de manger toujours la même chose chez nous, des pâtes et du poulet comme vous disiez. Donc il fallait trouver quelque chose d'un peu nouveau. Et donc on a fait ça par rapport à 3 types d'efforts physiques différents. Des sports plutôt détox, donc à plus faible intensité, les sports plus cardio-endurance pour une gamme énergie, et des sports plus musculation avec une gamme high protéines. Et ça a évolué au fur et à mesure des années pour faire plein de belles choses, avec des produits bio de saison, sans viande rouge, très important pour nous aussi, que de la volaille en viande, et plein de produits véganes aussi désormais. On va y revenir sur tous ces produits que vous proposez dans cette cantine pour sportifs. L'idée, vous êtes allé un petit peu la prendre un peu contre toute attente aux États-Unis, qui n'est pas que le pays de la malbouffe. L'idée, elle vient un peu de là-bas. Oui, elle vient de là-bas parce que c'est sûr, on peut penser aux États-Unis comme la malbouffe, mais il y a vraiment 2 opposés. Il y a aussi des personnes qui font beaucoup de sport et on sait qu'ils sont en avance sur beaucoup de choses là-bas, et avec des restaurants où justement toutes les valeurs nutritionnelles sont décrites, avec des bons produits. Bon, après, je ne dirais pas qu'ils ont la même agriculture qu'en France, loin de là, mais l'idée est venue de là-bas et on s'est dit il faut trouver quelque chose en France qui puisse faire pareil, voire mieux surtout. Alors, vous l'avez dit, depuis 5 ans, ce concept, il a un petit peu évolué. Vous êtes dans un quartier très touristique de Paris. On pourrait imaginer que ce n'est peut-être pas l'endroit pour s'implanter parce que est-ce que finalement ce restaurant, il est adapté à cette clientèle ? Oui, parce qu'il ne s'adresse pas qu'aux sportifs. Il ne s'adresse pas qu'aux sportifs. On avait commencé au début en se disant que c'était par rapport aux sportifs, mais évidemment les gens en venant ne comprenaient pas cette notion s'ils n'en faisaient pas. Et l'idée, c'est vraiment de faire comprendre aux gens qu'on a tous besoin et on a tous la nécessité de manger une alimentation saine, qui respecte l'environnement, qui a un impact sur tout le monde. Et on le voit en centre de Paris aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes quand même, et beaucoup de personnes qui sont attachées à ça et qui comprennent ce sens au niveau de l'alimentation. Quand je dis que le concept a évolué, c'est qu'au départ, c'était un restaurant classique et aujourd'hui, on vous trouve un petit peu partout, dans des salles de sport notamment ? Oui, on s'est développé, donc le restaurant a 5 ans, mais on s'est développé dans des salles de sport, dans des frigos connectés ou même dans des salles qui vendent nos produits directement, aussi en entreprise, pour des entreprises qui veulent avoir une cantine plutôt saine pour leurs salariés. Et sous forme d'événements aussi, beaucoup tournés autour du sport. Ça nous arrive très souvent. Hugo, Axel, vous connaissez le concept ? Les frigos connectés, ça pourrait vous intéresser quand vous êtes sur votre vélo ? Ouais, alors il me faudra un peu d'énergie, mais il faudra que je mette des panneaux solaires, quoi. Mais pourquoi pas ? Mais non, c'est une très bonne idée. Ouais.
Alors, dites-nous un peu plus dans le détail. Vous nous avez parlé des grandes familles d'aliments, mais qu'est-ce qu'on trouve précisément chez Life quand on va y déjeuner un midi classique? On va trouver plein de plats différents. On change de menu toutes les semaines avec justement les 3 gammes dont je parlais. Il va y avoir soit des plats à base de féculents avec des produits travaillés, des légumes, et soit de la viande végétale, soit de la viande ou du poisson. On a aussi des purées pour justement pas avoir de féculents, avoir qu'une base de légumes. On sait que les sportifs et les sportifs sont très attachés à ça. Et après, il va y avoir plein de jus, j'en ai que je pourrais vous faire goûter. Des pancakes protéinés, vegan, plein de belles choses. Et tout ça, travailler évidemment avec le corps médical, avec une nutritionniste qui vous aide et qui vous accompagne sur ces différents plats? Oui, c'est très important pour nous. On a une charte nutritionnelle qu'on a créée au départ avec un cabinet de nutrition, et au fur et à mesure des années, donc maintenant on a une nutritionniste qui nous accompagne tous les jours pour justement évaluer tous les plats, vu qu'on change assez régulièrement de recettes. Ça permet au moins d'avoir un suivi très professionnel dessus. L'idée quand vous avez nos plats, c'est que tout est pesé de notre côté et que les macros sont notés dessus et qu'il n'y a plus de réflexion en fait à faire, tout a été réfléchi pour vous. Voilà, donc le sportif, il sait selon sa charge d'entraînement quel est le plat qu'il doit manger avant, après. C'est ça, tout est indiqué. Et on est là sinon pour conseiller dès qu'il y a des petites questions. Bon, vous nous avez donc apporté un petit jus. Oui. Que vous allez nous faire goûter, que vous allez Bien faire sûr. goûter à nos grands sportifs sur le plateau. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, ça va être du lait d'amande, de la banane, de la protéine végétale au cacao et du peanut butter. Merci. Voilà, donc là, c'est jus totalement original quand même. C'est du jus qu'on trouve... C'est du jus costaud, c'est nourrissant. Comme, c'est parfait. comme Il y a eu du vélo aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu un peu d'entraînement, Hugo? Ouais, Un petit peu d'entraînement. Quand même. Bon, moi, je vais y aller mollo parce que j'ai fait moins d'entraînement qu'eux, a Oui, priori. mais c'est bon quand même. Mais c'est bon quand même. Moi, je tiens à dire qu'il n'en prend pas. Oui, il n'y a que 3 verres. Prendre directement à la bouteille. On goûte et on réagit, Allez-y, évidemment. allez-y. Redites-nous pendant qu'on boit ce qu'il y a dedans. Alors, lait d'amande, banane, peanut butter et de la protéine végétale au cacao. Ça sent très bon, en tout cas. Mais c'est bon. On sent bien la cacahuète. Ouais, c'est très bon. Et j'avais l'impression en voyant que ça allait être épais et en fait pas du tout. Et non, ça va, ouais. Ouais. Et on fait que avec des laits végétaux. Un souci de digestion, on essaie d'éviter le lactose. Et c'est vrai que ça, moi, j'adore le matin. Je trouve que c'est un bon petit-déj pour commencer la journée. Hugo, Avec réaction. de l'avoine, ça passerait bien. Mais en même temps, la combinaison beurre de cacahuète, banane, ça fait. Tu peux mettre lait d'avoine dedans et rajouter un peu de flocons, ouais, bien sûr. Ah non, ça passe bien. Mais ça, de toute façon, nous, c'est des aliments qu'on a l'habitude de consommer. Dans le beurre de cacahuète, il y a les acides gras qui sont importants pour nous. Il y a des protéines, donc ouais, c'est nickel. Et puis, il y a un goût un peu sucré qu'on peut retrouver, qui nous permet d'avoir un peu de plaisir gustatif. Ah bah il en faut quand même. Ce qui n'est pas toujours le cas. C'est important. C'est important aussi. Vous pourrez repartir avec la bouteille, Hugo, pour l'entraînement demain matin. Tous ces aliments et ces concepts avec, j'imagine, un minimum d'emballage, c'est aussi l'enjeu et le défi aujourd'hui. Oui, c'est l'idée de réduire justement tous les emballages et le plastique forcément. Sur place, de toute façon, on fait que sur de la vaisselle. C'est sûr qu'à emporter, c'est plus compliqué. Maintenant, on travaille avec des produits en pulpe de canne. Bon, c'est ce qu'on a trouvé de mieux, entre guillemets, aujourd'hui pour le faire. Mais on réduit en tout cas tout ça. Et puis les habitués, ils viennent avec leur gamelle. Oui, Ils apportent leur contenant pour emporter leur petite salade et leur repas du midi. Merci beaucoup. Bien sûr, vous restez avec nous. Nous, on va enchaîner avec notre Zoom Éco. Et c'est avec Hugo que l'on va échanger maintenant. On va continuer de parler d'alimentation et de sport de très haut niveau. Hugo, vous êtes un athlète, je le disais tout à l'heure. Vous êtes quintuple champion d'Europe de cross par équipe. Alors tout d'abord, avant de parler de l'alimentation, on a déjà un petit peu évoqué ce que vous aimiez manger. Dites-nous un petit peu à quoi ressemblent vos semaines pour qu'on comprenne comment c'est important et combien c'est important de bien manger. Mais moi, mes semaines d'entraînement, c'est à peu près 9 ou 10 fois où je vais courir, 1 ou 2 fois où je fais un sport alternatif. Et après, il y a à peu près 3 heures de musculation dans la semaine. Donc ça représente une charge entre 15 et 20 heures, on va dire, d'entraînement dans les semaines à peu près normales. Il y a des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins. Donc forcément, tout ça, et ça fait à peu près
2 entraînements chaque jour avec un jour de repos toutes les 2 semaines, on va dire à peu près, et de temps en temps des après-midi libres. Ça nous arrive parfois aussi. Ça arrive parfois aussi. Dans un entraînement intense comme ça et dans des semaines denses, il est important de garder les horaires de ces repas, de vraiment sanctuariser ce moment? Non, pas forcément. Le but, c'est surtout d'avoir les bons apports au bon moment, de consommer rapidement après l'entraînement pour vite refaire les stocks. Forcément, le matin, c'est très important pour avoir le temps de digérer avant la première séance d'entraînement et d'avoir les bons apports dès le matin, parce que c'est un repas qui est très important. Mais sinon, non, on arrive à s'adapter parce que les journées d'entraînement, des fois, elles se ressemblent pas et on peut être un peu en décalé parfois, donc faut s'adapter. Adaptation permanente, effectivement. Et là encore, un accompagnement avec des médecins, avec un nutritionniste qui doit vous aider selon les phases d'entraînement, de récupération, de compétition, à manger un peu différemment. Ouais, voilà, c'est ça. De toute façon, c'est un domaine qui est très important pour nous parce que on s'entraîne beaucoup, donc il faut qu'on ait les bons apports et en même temps, on est dans un sport qui requiert un bon rapport poids-puissance. Donc, moi, je pense que c'est vraiment nécessaire d'être bien entouré. Et donc, ouais, ça nous permet d'avoir des bons conseils sur quels aliments manger, quels aliments éviter, sur le timing et les quantités à avoir au bon moment. Donc c'est important et surtout dans les phases aussi juste avant la compétition pour éviter tout ce qui est problème digestif. On a quelques plats là qui arrivent, c'est des plats que vous avez cuisinés vous-même. J'allais vous demander si vous cuisiniez, mais oui, vous avez la réponse. Alors qu'est-ce qu'on voit c'est quoi ce genre de plat là qu'on découvre? Bon, la forme, moi je n'ai pas la prétention de travailler dans un restaurant, donc la forme est toujours un peu à désirer, laisse à désirer. Mais non, beaucoup de... Ouais, je cuisine 2 fois par jour. Moi je suis professionnel, donc j'ai le temps de cuisiner, de faire à manger vraiment de manière variée. Et après, il y a vraiment de tout dans ce qu'on consomme vraiment. Il y a de la viande normale, on va dire, de la viande végétale, des apports en protéines qui sont 100% végétaux parfois, parce que c'est important aussi pour la perf, mais aussi pour l'environnement. Et puis sinon, on essaie de varier le plus possible avec les glucides, vraiment pas avoir tout le temps la même chose. Tout le temps, par contre, c'est des farines complètes, ça c'est sûr, c'est très important pour les fibres. Et sinon, à côté de ça, légumes et fruits à volonté, parce que les vitamines, on en a bien besoin. Alors, vous avez participé, Hugo, avec d'autres athlètes, Renaud Lavillenie, Marie-Josée Pérec, pour ne citer que, au documentaire Sous la barre des 2 tonnes de Patrice Boire. C'était un concours culinaire aux côtés de la chef Chloé Charles. Un petit extrait d'un documentaire que vous allez retrouver juste après l'émission. Et puis nous, on en redira un petit mot juste après. On ne présente plus Renaud Lavillenie et ses multiples records. Il nous prépare ici un nouvel exploit en compagnie de la chef Chloé Charles et d'une quarantaine de jeunes athlètes de haut niveau. Il nous faut absolument, toutes et tous, nous entraîner à passer sous la barre des 2 tonnes de CO2 d'ici 2030. C'est le but de cette compétition culinaire. Allez Renaud, on compte sur toi pour passer sous la barre, pour une fois. On a fait la crème de comté et on est en train de faire les shiitake marinés avec le vinaigre, le poivre et le laurier. À Lyon, j'ai animé un atelier de cuisine pour les futurs espoirs de l'athlétisme français avec la Maïf, dans le but de leur montrer que la cuisine éco-responsable pouvait être facile à faire, à manger, et qu'elle pouvait quand même procurer du plaisir. En dehors d'être des athlètes, ça reste aussi des jeunes qui ont une vingtaine d'années, on va dire, et leur montrer que la cuisine peut être simple, efficace, gourmande, mais aussi bonne pour eux en tant que sportifs. C'était particulièrement intéressant et puis ça m'a permis de rencontrer aussi des personnes exceptionnelles comme Renaud Lavillenie ou Marie-Josée Pérec. L'alimentation joue un rôle important dans la carrière d'un sportif parce que quand tout se passe bien, on ne se pose pas vraiment de questions. Sauf qu'à un moment donné, il y a des défaites qui arrivent, il y a des blessures qui peuvent arriver. Et là, dans ces moments-là, on a tendance à pouvoir remettre beaucoup de choses en cause. Et on sait que l'un des principaux facteurs de blessure peut être une mauvaise alimentation. C'est comme dans une forêt boisée, avec la noix qui relève un petit peu. C'est succulent. On va se régaler. Vous vous êtes régalé, on l'a bien compris. Alors, à l'image de ce que dit Renaud Lavillenie dans ce documentaire, il y a des aliments que vous avez enlevés pour des raisons de santé de votre alimentation? On va dire qu'il y a pas mal d'aliments maintenant que j'évite, notamment ceux qui sont trop sucrés ou avec les mauvais gras.
Après, moi, je ne consomme pas de produits laitiers, mais après ça peut être, on va dire, dépendant de chacun. Mais sinon, non, on essaye justement C'est d'avoir... vrai que le produit laitier n'est pas bon pour les tendons hein, quand on est sportif de haut niveau. On va dire, c'est un peu le débat. Il y en a qui sont d'accord, d'autres pas d'accord. Mais ouais, moi, j'ai pas supprimé totalement, mais j'ai beaucoup limité. Mais à part ça, non, on essaye surtout de varier et d'éviter tout ce qui est sucré ou gras, parce que forcément, ou tout ce qui est ultra transformé aussi, parce que forcément, c'est pas ce qui est le meilleur pour récupérer. Alors, vous avez fait partie de ce concours, Hugo. Racontez-nous un peu cette expérience. Est-ce que la chef, là, vous a donné quelques astuces, quelques conseils pour cuisiner un peu différemment ? Elle nous a donné des bons conseils. On avait des consignes et après, elle nous a donné des petits conseils en plus pour que ce soit encore meilleur. Et non, c'était vraiment sympa. En plus, c'était une recette qui était vraiment originale et qui avait vraiment du goût. Donc non, c'était un bon moment. Et puis en plus, c'était avec les copains de l'équipe de France. Donc on a eu une bonne cohésion. Et puis les interventions tout autour de cette soirée étaient intéressantes aussi par rapport à manger sainement, mais manger sainement en tant que sportif de haut niveau. Donc c'était important. Est-ce qu'on s'autorise quand même des petits écarts parce qu'on n'aime pas manger trop gras, trop tout ça, mais quand même de temps en temps, non ? Oui, forcément, ça fait du bien à la tête. Et puis moi, j'ai l'habitude de dire que justement, quand on fait attention toute l'année, derrière, ça permet justement de s'éviter ces écarts, de se permettre ces écarts-là justement, et de ne pas culpabiliser entre guillemets. Donc oui, non, forcément, il y a des fois où on va manger un peu plus gras, un peu plus sucré, mais bon, ça fait partie de la vie normale. Il ne veut pas nous le dire, mais il adore les pizzas. C'est vrai. Pizza, grave, chocolat, c'est pas grave. Mais bon, quand on se rapproche de la période de compétition, la grosse compétition de l'année, on essaye quand même d'être un peu vraiment focus les dernières semaines. Mais le reste du temps, non, ça va quand même. Axel, sur le vélo, on s'autorise des petits écarts, on a des petites... Ah bah oui, moi je grille pas mal de kilocalories. Alors après, comme les sportifs de toute façon de haut niveau, mais c'est vrai qu'on essaye quand même de faire attention et de ne pas non plus manger n'importe quoi tous les jours. Mais évidemment, ça fait du bien en effet à la tête. Ouais. Ça fait du bien à la tête. Allez, on va parler en détail de votre aventure à vous dans quelques instants, juste après les infos en bref de Sport Planète. Les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 seront verts. Les organisateurs promettent en effet une alimentation responsable et locale pour les 13 millions de repas servis pendant la durée de la compétition. De grands chefs comme Thierry Marx seront sollicités avec pour objectif de diviser par 2 l'empreinte carbone de l'assiette et de la rendre 2 fois plus végétale que ce qui est proposé actuellement. L'ultra-trailer Kilian Jornet s'engage à nouveau pour la planète. Il a créé sa propre fondation visant à la protection des montagnes. Et bien maintenant, le quadruple vainqueur de l'UTMB vient d'engager un partenariat avec Everride, une application qui propose l'achat et la revente de matériel outdoor d'occasion. Alors bien sûr, il a décidé de donner l'exemple en mettant en vente les produits dont il ne se sert plus à petit prix et au profit intégral de 3 associations, Protect Our Winters France, Kilian Jornet Foundation et Surfrider Europe. Et puis un grand bravo à Roland Jourdain et son catamaran en lin. Il a terminé 2e de sa catégorie lors de la dernière Route du Rhum destination Guadeloupe. Après 2 victoires en 2006 et 2010, Bilou avait un objectif, cette fois donner une tonalité verte à son aventure avec ce bateau construit à plus de 50% en fibre de lin en Normandie, le pont et une partie de la grand voile notamment. Et il a même trouvé le moyen d'être sur le podium, cette fois encore. Voilà, c'est de la période de fête et il a bien fêté comme il se doit, Roland Jourdain. On enchaîne maintenant avec notre éco-aventurier du mois. Et notre éco-aventurier, c'est donc Axel Ferrard. Merci d'être avec nous. Axel, alors vous avez fait un vrai Tour de France. Un vrai Tour de France qui fait bien les contours de la France. Et ce, depuis septembre, 5000 km depuis La Manère, village le plus au sud du pays. C'était un vrai choix de partir tout en bas et puis de revenir. Dites-nous un petit peu ce qui vous motive et ce qui vous a motivé dans ce défi-là. Alors moi je suis éco-aventurier déjà depuis 2015, donc ça date déjà. Ma première éco-aventure, j'étais parti de Gap pour traverser le Massif central, remonter au Mont-Saint-Michel et finir en Normandie.
Et je voulais déjà voyager à vélo, c'était mon objectif, mais aussi je voulais sensibiliser aux dangers du réchauffement climatique avec un projet qui s'appelait Retour aux sources, parce qu'évidemment je rentrais dans ma Normandie, mais je voulais dormir dehors également sans utiliser d'énergie fossile. Et en fait, j'ai fini ce projet-là et j'ai dit plus jamais je recommencerai un voyage comme ça. Et donc je suis reparti en 2016, en 2017, en 2018. En 2019, en 2021 et 2022, donc cette année. Et donc cette année, c'est un peu professionnalisé. En 2019, j'ai réalisé un documentaire à la fois sur l'éco-aventure et sur l'agriculture. Et cette année, c'est vrai que j'ai réalisé 5000 km, donc un vrai tour de France, en effet, en remontant après jusqu'à Paris et Moyaux, qui a été mon arrivée le 18 décembre dernier. Et donc l'objectif était de planter 1000 arbres un peu partout en France, de sensibiliser, j'ai sensibilisé plus de 1000 enfants et adolescents au réchauffement climatique, parce que finalement, le réchauffement climatique, on en entend beaucoup parler. On ne sait pas réellement comment ça fonctionne, notamment les jeunes, et parler également de l'impact de notre consommation alimentaire. Manger, ce n'est pas anodin, ça a plein d'impacts sur pas mal de choses. On pourra en parler juste derrière, notamment avec nos méthodes de production. Réaliser aussi des conférences sur l'agriculture et ses enjeux, et faire des projections un peu partout en France de mon documentaire, justement, Graines d'Odyssée. Alors, vous intervenez notamment dans les écoles. Axel, comment on explique, comment on raconte aux enfants qu'il faut manger différemment ? Déjà, moi, mon topo, c'est essayer déjà de leur faire comprendre l'impact que ça peut avoir à la fois sur les déchets, à la fois sur la mobilité des hommes comme des produits. Aujourd'hui, on prend essentiellement notre voiture pour aller dans des grands magasins, acheter des produits parfois beaucoup trop suremballés, qui sont bien souvent malheureusement de très faible qualité. Donc on parle des athlètes de haut niveau qui mangent des produits de très très haute qualité, évidemment. Mais c'est vrai qu'au final, notre agriculture aussi, la façon dont on produit nos aliments, ont aussi un impact sur la qualité de ce qu'on mange. Et donc, c'est vraiment essayer de les alerter en essayant de leur dire, voilà, vous mangez. Donc, je leur pose la question, derrière, est-ce que vous mangez ? Bien souvent, on me répond oui. Et donc, derrière, essayer de leur expliquer un peu tout ce que le fait d'acheter, tous les impacts que ça peut avoir sur les sols, sur l'eau, sur la biodiversité, sur la mobilité, sur les gaz à effet de serre. Et donc, essayer justement de revenir à des produits de meilleure qualité, de saison et locale. C'est vraiment d'une importance capitale. Donc on leur dit en gros, les enfants, de votre alimentation, on enlève le sucre, on enlève les produits transformés. Qu'est-ce qu'on leur dit concrètement ? Non, je ne suis pas aussi radical. Moi, que ce soit avec les enfants ou avec les adultes, j'essaye de faire comprendre les enjeux. Donc les enjeux autour de l'alimentation, mais aussi de ce qu'il y a avant. Parce que ce que je leur dis, c'est que plus un sol est riche, plus les fruits et légumes sont riches. Donc on parle des vers de terre, en fait c'est bien de savoir où ça vient tout ça, et quand il y a des bonnes, je parle de bonnes vitamines pour faire très court, du sol avec les racines qui pompent, qui nous donnent des fruits, des légumes, des céréales, des bonnes protéines et des bonnes vitamines pour le corps et pour être en bonne santé, mais aussi pour faire des performances sportives. Donc c'est important de comprendre comment sont produits les tomates, les pommes, à quelle saison. Et la métaphore que je leur dis, alors que ce soit pendant mes interventions scolaires comme pendant les conférences, j'essaie de leur expliquer, de leur dire, voilà, moi je peux acheter une montre sur Internet à 3 € et je peux aussi aller en Suisse et acheter une montre très très chère à 300 000 €. Donc pour autant, si on les met côte à côte, ce sont deux montres. Et donc j'essaie de leur faire comprendre qu'une tomate qui est cultivée hors sol, bien souvent avec beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais, etc., et une tomate d'un producteur d'à côté qui souvent fait attention à l'eau, à peu d'intrants, donc peu de produits phytosanitaires, qui a une réelle économie de territoire, qui vend localement, donc peu de gaz à effet de serre. Pour autant, on met ces deux tomates-là côte à côte, c'est deux tomates. Mais pour autant, on peut pas comparer un caillou à un diamant. Et donc, essayer de faire comprendre aussi tout le lien avec le prix, etc. Donc, oui, c'est un... Justement, j'allais rebondir sur l'histoire du prix, parce que souvent, on entend que parfois, ça coûte plus cher, et ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs. Et je me tourne vers vous, on n'a pas parlé de prix tout à l'heure en parlant de Life. Quand on consomme chez vous, est-ce que les prix sont, je dirais, plus importants qu'un restaurant classique ou pas forcément ? Alors moi je ne trouve pas, mais c'est sûr que quand des personnes viennent et qui disent qu'ils vont boire un jus à 7,50 €, tu vas dire « Ah, mais c'est beaucoup trop cher », sauf qu'en fait, c'est des produits bio, donc c'est sûr que ça a un coût. Et c'est vrai que c'est dommage aujourd'hui, comme dit Axel, de se dire « Ces produits qui sont de meilleure qualité vont avoir un prix bien plus élevé ». Et donc, ne vont pas être disponibles pour tout le monde.
Et moi, je trouve ça dommage quand on consomme d'aller dans des grandes surfaces alors qu'on a des marchés dans toutes les villes et qu'on peut aller voir les producteurs aussi. C'est se rapprocher du producteur et de cette alimentation, c'est quand même beaucoup plus sain et mieux. Et au final, c'est vraiment important de leur faire comprendre aussi, alors les enfants comme les adultes, parce que bien souvent, il y a des adultes qui nous disent « Ah bah oui, c'est la génération de l'avenir », d'accord, mais il faut avoir aussi un terreau fertile et puis déjà agir dès aujourd'hui. On est aux commandes, entre guillemets, en tant qu'adulte. On a des responsabilités. C'est de faire comprendre aussi que quand on achète un produit suremballé, donc ça génère du plastique. Les plastiques, aujourd'hui en France, c'est 17 milliards d'euros d'argent public. Toute la dépollution de l'eau, la sécurité sociale, donc par rapport à la santé. Donc en fait, il y a pas mal de coûts cachés comme ça. Et donc dire que notre agriculture aujourd'hui est moins chère, c'est pas forcément vrai par rapport aux produits locaux, etc., qui sont de bien meilleure qualité, qui entretiennent le paysage, qui replantent bien souvent des arbres. Enfin, les produits locaux viennent souvent quand même de l'agriculture. Pas forcément intensive, mais de l'agriculture. Oui. On va pas se fâcher avec tous nos agriculteurs qui nous regardent. Non, bien au contraire. En plus, je les défends. On va pas refaire l'histoire de l'agriculture, mais je défends les agriculteurs qui aujourd'hui sont aussi piégés dans un système et qui a repensé justement pour avoir des produits de qualité et partout, et localement, et partout en France. Sur ce Tour de France, sur ces 5000 km, comment vous êtes alimenté, vous, justement, en allant voir les petits producteurs locaux? J'essaye le plus possible. Malheureusement, c'est vrai que le temps manque. Donc, alors déjà, je suis déjà hébergé. Merci à toutes les personnes qui m'ont hébergé chez l'habitant. Donc, je ne suis pas à la loupe en train de regarder où est-ce qu'ils ont fait leurs courses, évidemment. Dans un projet comme ça, je n'ai pas une cuisine aménagée. Donc, j'ai un petit réchaud. Je dors bien souvent dehors aussi. Et bien souvent, l'alimentation, c'est des pâtes complètes notamment. Donc, j'ai essayé aussi de faire ce projet en étant végétarien. Alors, j'ai pas craqué parce que moi, je ne suis pas végétarien de base, mais c'est vrai que je voulais montrer qu'on pouvait aussi réaliser des exploits sportifs sans manger de la viande tous les jours. J'en ai peut-être mangé 5-6 fois en 3 mois. Et donc, oui, c'est quelque chose de très important, l'alimentation. En effet, qu'on soit sportif de haut niveau ou sportif amateur, évidemment, on ne met pas de l'essence dans une voiture gasoil et inversement, sinon ça ne marche pas très bien. Et donc, plus on a de bonnes vitamines dans le corps, plus on est performant. Donc, je pense fruits secs, ce genre de choses bien tout sûr. au long du Oui, parcours. bien sûr. Il faut s'alimenter. C'est impressionnant comment le corps peut vite déchanter. Parfois, je me disais, il me reste 10 km, j'arrête de manger, voilà. Mais je refaisais 5 km et hop, j'étais une barre dans le ventre et plus de jambes, plus rien. J'étais obligé de m'arrêter et manger une banane. Le corps, c'est une formidable machine, mais il faut en prendre soin. Ouais, il faut en prendre soin et donc bien s'alimenter. Et ce sera le mot de conclusion avant, bien sûr, de vous passer sous le grill du quiz de Sport Planète. Allez, c'est chacun pour sa peau à partir de maintenant. Il n'y a plus d'équipes qui tiennent. Première question, messieurs. L'OMS le revendique comme le produit le plus nutritif du 21e siècle et l'UNESCO parle de l'aliment parfait, le meilleur de demain. Alors cet aliment, c'est quoi? L'algue. L'algue, ouais, l'algue. La spiruline, c'est une algue. Ouais, c'est exactement, ça compte. Je crois que la victoire est assez collégiale. L'algue qui est un super aliment, une portion qui contient 3 fois plus de protéines que dans la viande rouge. Sachez-le, on en mange beaucoup, Hugo, de l'algue, des algues. On n'en mange pas beaucoup, mais il y a des moments où la spiruline, ça peut être utile. Ouais, c'est plein de fer, c'est plein de protéines, c'est plein de vitamines. Antioxydants aussi pour... éviter, signe de l'âge, c'est parti, tout le monde se met à la algue. Allez, deuxième question. Aujourd'hui, quelle est en moyenne la quantité d'aliments jetés par une personne en une année? C'est 384. 384 quoi? Kilos. On jette 384 kilos de nourriture par an? Aux enfants, organique et... que nourriture. Ouais. Non, c'est déchets organiques et plastiques, donc ça doit être 100 et quelques kilos, je pense. Alors, je sais pas, moi j'ai 20 kilos. Oh non, je pense que c'est plus. C'est plus? On va vérifier alors quand même. On va vérifier cette information. 20 kilos par an, dont 7 kilos encore emballés. Je pense que c'est ça qui est le pire. Ça veut dire qu'on jette quand même beaucoup de choses qu'on aurait pu consommer. Un tiers de ce qui est produit est jeté avant même d'être commercialisé ou consommé. Sur Terre, dans le monde. Encore plus terrible. Ça, c'est encore plus terrible. Quel que soit le poids, mais déjà 20 kilos, c'est beaucoup. Mais a priori, c'est plus en plus. Dans quel pays trouve-t-on un club de foot ayant une cantine 100% végane? L'Italie? Non. C'est faux par ici. 100% vegan. La Belgique? La Suède. Non plus, ni la Belgique ni la Suède, c'est l'Angleterre. Messieurs, les Forest Green Rovers, un club du sud de l'Angleterre,
Pelouse sans pesticides, panneaux solaires sur le toit, cantine vegan. Voilà, eux, ils ont tout Ah ouais, bon, a package. priori. On peut leur donner le bon point de l'émission. Ça reste de la nourriture anglaise, non? Parfois, il y a de bonnes idées à prendre aux États-Unis aussi, Hugo. Il faut aller doucement. Qui a dit « Je veux juste avoir une alimentation saine. À la maison, c'est plus facile parce que nous utilisons des produits de notre jardin. Pendant les tournois, c'est plus difficile. Mais après ma carrière, je veux devenir végétarien. » Il joue au tennis. Djokovic. Ce n'est pas Djokovic. Il est autrichien. Et il a remporté son premier grand chelem à l'US Open en 2020. Dominique. Tim. Oh, ils sont forts. Ils sont très très forts. Très très forts sur ma gauche. Ils ne pouvaient pas voir la réponse puisqu'il y a le verre de jus qui cache ma tablette. Et on va terminer avec ce sportif multiple champion olympique d'hiver qui a fondé sa propre ferme biologique. Le skieur le plus titré aux Jeux d'hiver. Le Ah. skieur. Le skieur. Björn Allen. Non, il va plus vite, celui-là. Ski alpin. 5 médailles dans plusieurs disciplines différentes. Hirscher. Non, un peu avant. Allez, je vous le donne. C'est Bode Miller. Ah oui. Comme quoi, champion américain, végétarien. Hein. Depuis sa naissance, il cultive et consomme ses propres produits bio dans sa ferme biologique située dans le New Hampshire. Voilà, Bode Miller qui est l'exemple qu'on retiendra en cette fin d'émission. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus nous parler d'alimentation, de bonne alimentation. Nous, on va finir notre jus et on va surtout vous souhaiter une très très bonne fin d'année, de très très belles fêtes de fin d'année. On se retrouvera bien évidemment en janvier pour un nouveau numéro de Sport Planète. À très bientôt.